BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h30 sur RMC et BFM TV. Bonjour Mickaël Paty. Bonjour Madame de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin pour témoigner. Votre frère, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été assassiné et décapité par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020, un vendredi soir à la sortie du lycée de Conflans-Sainte-Honorine. Il était menacé de mort depuis 11 jours. On ne met pas un 8 mai après une décapitation, voilà ce que vous dites depuis. En France, on doit mettre un point final. Vous n'étiez pas prédestiné à ce combat. Infirmière dans le sud de la France, jusqu'à ce que votre frère soit décapité, que votre mère vous appelle par téléphone et que vous entendiez son hurlement dans le combiné. Mickaël Paty, on va parler évidemment de la démission du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort. On va parler des atteintes à la laïcité. On va parler de votre combat, de vos demandes aussi vis-à-vis de l'État. Pourquoi vous exprimez aujourd'hui ? Écoutez, comme vous l'avez dit, c'était pas forcément ma destinée de sortir médiatiquement. Et c'est de voir que depuis 3 ans et demi, le peu de progrès, le peu de prise de conscience de ce qui avait pu arriver à mon frère me pousse effectivement à être de plus en plus proactive pour effectivement qu'il y ait un sursaut quelque part de l'État, de prendre la mesure corrective pour que de pareilles choses ne puissent plus arriver. La mesure de ce qui est arrivé, ça veut dire que vous estimez que ce qui est arrivé à votre frère il y a 3 ans et demi, si aujourd'hui une situation comparable arrivait à un professeur, au fond les garde-fous, la mesure du danger n'a pas été véritablement prise. Je pense qu'il y a eu une amélioration qui est visible, puisque depuis l'attentat de mon frère, il y a eu beaucoup de professeurs, de principales, de proviseurs qui ont eu leur vie mise en danger. Il y a eu une réaction effectivement assez rapide, ce dont mon frère n'a pas bénéficié à l'époque, de mettre en sécurité le personnel qui est menacé et effectivement montrer une certaine indignation face aux menaces que le personnel éducatif est à l'heure actuelle attaqué. Vous estimez, Mickaël Paty, que l'État est responsable de la mort de votre frère, c'est-à-dire responsable de n'avoir pas empêché un drame prévisible? Oui. À l'heure actuelle, c'est une requête. Donc en droit administratif, d'une reconnaissance effectivement de la responsabilité qui est engagée depuis le 15 mars. Ce que j'attends en fin de compte, c'est qu'il y ait vraiment une étude de ce qui a pu se passer à l'époque, c'est-à-dire reprendre le contexte qui a totalement été, entre guillemets, ignoré à l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, début septembre, on est en plein procès Charlie qui vient de recommencer. Donc, Charlie republie les caricatures, ce qui va enflammer effectivement les milieux islamistes, notamment Al-Qaïda, et l'État islamique qui va entraîner des menaces à agir contre les destinataires de Charlie, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui ira commettre un attentat qui est dit avorté, puisqu'il cherchait à cibler du personnel de Charlie Hebdo rue Appert. Le climat était déjà particulièrement tendu. On a également le discours d'Emmanuel Macron au Muro début octobre qui vise à lutter effectivement contre tous ces mouvements un petit peu sectaires. On sait que le contexte était déjà brûlant à l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après ce contexte, il y a également les faits. Vous avez retracé précisément, et c'est très frappant quand on écoute les interventions que vous avez eues devant notamment les députés, devant les sénateurs, où à chaque fois vous vous accrochez aussi aux signes extrêmement tangibles. C'est-à-dire que vous avez retracé les 11 jours de ce que vous appelez la descente aux enfers de votre frère. Il faut quand même rappeler que votre frère, lorsqu'il a été assassiné, décapité, est parti seul. C'est un vendredi soir de vacances de la Toussaint. Il a acheté un pull à capuche, ce qu'il portait jamais, pour se protéger. Il a mis dans son sac à dos un marteau, ce qui montre son angoisse absolue. Et en même temps, ça paraît dérisoire. Ça montre son inquiétude totale. Il sait qu'il est menacé. Ça fait 11 jours. Et c'est là que vous dites qu'il y a quelque chose de prévisible. Oui, c'est que assez rapidement, les informations
au moins dès le 9 octobre, donc on est quand même à 7 jours avant l'attentat, tout le monde sait qu'il y a une rupture d'anonymat. Son nom est déversé, son lieu d'exercice est connu. On sait que ça atteint la mouvance islamiste. Les principaux mis en accusation qui seront jugés fin d'année sont déjà identifiés. On sait que c'est médiatisé sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, et que les commentaires qui en suivent étaient effectivement un appel à agir avec violence envers mon frère. Et quand vous dites on sait, c'est à la fois la police, parce que votre frère porte plainte, c'est à la fois la hiérarchie, l'éducation nationale. Oui, et ces informations ne sont pas arrivées de nulle part. Donc c'est les renseignements territoriaux qui ont été capables effectivement d'identifier tous ces éléments. Donc en termes de collecte d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de faille. C'est pas au niveau de la collecte le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments. Le fait de rassembler les informations, avoir conscience effectivement qu'il peut se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima une protection de mon frère. Dont il n'a effectivement pas bénéficié. Vous avez d'ailleurs dit, après la mort de Dominique Bernard, qui vous a conforté dans l'idée qu'il fallait demander à l'État. C'est pas pour accuser, je veux dire, il faut bien comprendre votre démarche. C'est parce que vous estimez qu'il y a une forme de déni, presque de naïveté ou de, j'allais presque dire, est-ce que de fainéantise, est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est-à-dire, on voit le drame arriver, mais on n'en prend pas les mesures, on ne change pas vraiment les habitudes, on ne prend pas les bonnes décisions. Moi, je le qualifierais plus comme un comportement attentiste. C'est comme s'il y avait un temps de latence où on attend de voir si effectivement il va y avoir acte. Sauf que effectivement, par rapport à tous les arguments que je viens d'énumérer, il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Les éléments étaient requis pour qu'il puisse bénéficier de 2 officiers de protection de la SDLP. Vous recueillez depuis les témoignages, les traces, les signes et notamment les messages que votre frère avait envoyés à ses collègues dans les heures ou les jours qui ont précédé sa mort. Ils étaient de quelle nature? Qu'est-ce qu'ils disent, ces messages? Ce qu'il s'est passé, c'est que le week-end qui est entre les 2 semaines de l'engrenage, malgré les sollicitations donc, de la principale, on a clairement 2 voire 3 professeurs qui veulent se désolidariser totalement de tout soutien auprès de mon frère, alors que pour autant, ils avaient les uns et les autres connaissance de l'absence donc de la jeune fille qui a menti sur sa présence en cours. On rappelle effectivement, on a tous en tête, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est important de le redire, qu'au départ de tout cet engrenage et au départ de ce qui a conduit à la mort de votre frère, il y a un mensonge. Le mensonge d'une jeune fille qui dit avoir assisté à un cours de votre frère sur la liberté d'expression, dans lequel, dit-elle, il y aurait eu une forme de confusion autour de caricatures de Mahomet. Cette jeune fille n'était pas présente, elle était en réalité absente, elle a menti à son propre père pour masquer son absence. Et c'est ce déni, cet engrenage, ce mensonge, et puis ensuite, ces 11 jours d'enfer. Oui, c'est... Ce que vous voulez dire, c'est que, alors que 3 professeurs, et je reprends le fil de, de votre réflexion, alors que les professeurs savent ce mensonge initial, il y en a malgré tout 3 qui veulent se désolidariser. C'est exactement le terme, c'est se désolidariser. Où les propos sont... Ne pas être mêlés. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué dans le corps enseignant, il y a un certain manque de corporatisme. Alors effectivement, c'est un peu un paradoxe par rapport à leur profession, où ils se retrouvent seuls face à leur classe et que finalement, ils ne travaillent pas en équipe. Mais je pense que même sans ça, il y aurait dû y avoir un comportement confraternel. De quoi est mort votre frère? Comment vous qualifieriez les choses? D'un abandon. D'un abandon. Le fait d'attendre de savoir s'il allait se passer quelque chose, c'est une somme de lâcheté qui fait qu'en cumul, donc effectivement, on a un terroriste qui va agir, on a une mouvance islamiste derrière qui a activé tout ce qu'il pouvait pour faire monter la sauce, mais on a également ceux qui auraient dû le protéger. Mickaël Paty, votre nom a à nouveau été prononcé hier soir, c'était par le Premier ministre Gabriel Attal qui a rappelé la mort de votre frère. Il l'a rappelé parce qu'il était interrogé sur ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel à Paris. Le proviseur du lycée a quitté ses fonctions, menacé de mort depuis qu'il avait demandé à une élève de retirer son voile. Il dit avoir cessé de travailler pour des raisons de sécurité. L'académie, elle, a
pudiquement, dirons-nous, dit que c'était pour convenance personnelle. Est-ce que cela illustre ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire une forme de malaise, de difficulté à nommer les choses? Oui, on en reste toujours là. On en reste de mal nommer les choses. Finalement, on n'a jamais le comportement qu'on devrait avoir derrière. Donc, ce contraste, effectivement, entre des propos du rectorat qui minimisent encore la situation, parce que si la peur est une convenance personnelle, à ce moment-là, il faut vraiment se remettre en question. Alors que je pense que le ministère de l'Éducation nationale confondu, mené par ces rectorats, retrouverait un petit peu ces lettres de noblesse, celles qui ont été pourtant très importantes à un moment, en disant clairement les choses, parce que personne n'est dupe, en fin de compte, de leurs propos, et ça entraîne plutôt un sentiment de « Ah, en fait, vous avez toujours pas compris ». C'est ce que vous vous dites aujourd'hui? Oui. Vous vous dites, ils ont toujours pas compris? Non. Quand vous entendez les propos de la jeune femme à l'origine de l'affaire, là encore, c'est une jeune femme, elle avait elle dit qu'au moment où il lui a demandé de retirer son voile, elle aurait été violentée. Elle a confié à nos confrères d'RTL, bon, c'était mieux qu'il parte s'il se sentait pas en sécurité. Moi, je suis passée à autre chose. C'est une attitude, en fin de compte, où elle n'a toujours pas, et je suis pas sûre qu'un jour elle y arrive non plus, pris conscience de la gravité de ses actes. Parce que le fait de faire une vidéo qui a été relayée donc, par le CCIE et qui est toujours active. Je vais préciser les choses. La vidéo à laquelle vous faites référence et le CCIE auquel vous faites référence. Donc la jeune fille en question a témoigné dans une vidéo qui se trouve sur YouTube, qui est relayée par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ce CCIE, qui a remplacé le CCIF, qui s'appelait donc le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous en 2021, mais qui est donc rené de ses cendres, mais au niveau européen, en l'occurrence domicilié à Bruxelles. Et dans cette vidéo, il donne la parole à la jeune fille, disant sa version de l'histoire. Je cite: « J'ai même pas eu le temps de me justifier ou de dire quoi que ce soit, qu'il m'a poussé violemment et qu'il m'a mis un coup violent au niveau du bras. » Voilà ce qu'elle raconte. Et le CCIE qui précise qu'il s'agit d'une extrême violence de la part du proviseur. Oui, le fait de refaire des vidéos, ça me rappelle forcément ce qui a pu arriver à mon frère, où il y a eu des vidéos. Une du père de la jeune fille menteuse, et également donc d'Abdelhakim Sifrioui, qui en a également fait une d'une certaine longueur. Qui était lui-même un membre actif du CCIF à l'époque. Exactement. Donc on ne peut pas... De ce que j'en sais, c'est que à l'heure actuelle, cette vidéo est déversée plusieurs fois par jour sur les réseaux sociaux. La vidéo du témoignage de cette jeune fille. La vidéo du témoignage. Systématiquement, en tout cas, au moins de façon majoritaire, le signalement est fait à Pharos, donc qui est la plateforme qui permet effectivement à tout citoyen de pouvoir signaler des contenus potentiellement dangereux ou qu'ils considèrent anormaux. Eux traitent l'information et ont le pouvoir de la supprimer. Ils ne l'ont pas supprimée. Elle est supprimée. Je l'ai vu hier soir. Elle est supprimée. Le problème, c'est que des activistes récupèrent systématiquement la vidéo et la redéversent. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai juste tapé témoignage, jeune fille, elle est remise, systématiquement. Elle est reversée systématiquement. Ça veut dire qu'on est impuissant à l'empêcher. Enfin, l'État... En fait, il faudrait surtout... les réseaux sociaux, il faut agir bien évidemment dessus. Mais il faut surtout agir à la source. Donc si le CCIE... n'efface pas cette vidéo ou la retire de son site, effectivement, elle sera toujours visible pour n'importe qui. L'État, pour autant, annonce par la voix de Gabriel Attal porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Est-ce que cette décision-là, vous la soutenez? Oui, je la soutiens. C'est un soutien. C'est important que l'État, effectivement, soit là en renfort pour soutenir les dépôts de plainte quand un agent... duquel il est responsable, c'est très important. Gabriel Attal a parlé d'un entrisme islamiste. Il dit qu'elle a cherché à intimider ce proviseur en l'accusant de violence. Il y a plus globalement une forme de climat de terreur. Les professeurs du lycée Maurice Ravel ne parlent pas, voilà ce que disent les élèves. Ils ne nous en parlent pas du tout parce qu'ils ont peur des élèves et de leurs réactions. Voilà ce que raconte l'une des professeurs elle-même. Elle dit « Les lycéens pensent tous que le proviseur est en tort dans cette affaire ». Oui, c'est le mécanisme de la rumeur. La rumeur... c'est comme pour mon frère, il faut
dire justement ces professeurs sur place, comme ça aurait dû être le cas à Conflans, comme acte qui aurait eu au moins un poids, c'est effectivement de démentir la rumeur. Parce que si une rumeur n'est pas démentie, elle enfle forcément. Et après, le travail de déconstruction est beaucoup plus long. Depuis, vous avez demandé non seulement à ce que l'État reconnaisse sa responsabilité, je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous redemander, on a entendu Gabriel Attal hier à propos du lycée Maurice Ravel, est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que les ministres, est-ce que le gouvernement, est-ce que Emmanuel Macron peut-être ont répondu à votre demande de reconnaissance de responsabilité de l'État? Alors cette requête, elle est bien précise. Ils ont un délai de 2 mois pour nous répondre. Et hier, j'ai eu effectivement quelqu'un de Matignon qui m'a conforté dans le fait qu'ils allaient étudier cette lettre et que j'aurai une réponse. Vous aurez une réponse. Ils se sont engagés, Matignon s'est engagé auprès de vous hier à apporter une réponse. Voilà. Ils vous ont pas dit s'ils reconnaîtraient une forme de responsabilité, mais non. Au moins vous auriez une réponse. Tout à fait. Est-ce que cette réponse, si dans les 2 mois, que ce soit Gabriel Attal, Emmanuel Macron ou une parole d'autorité vous dit « Oui, nous reconnaissons que dans ces 11 jours, nous n'avons pas pris la mesure de la menace qui pesait sur votre frère et nous n'avons pas fait en sorte d'empêcher qu'il meure », alors vous ne porterez pas cette plainte en justice? Exactement. C'est pas une fin en soi, le jugement d'une responsabilité de l'État. Ce que, globalement, j'attends, mais quand je dis « je », j'ai l'impression des fois que je parle pour beaucoup d'autres qui ne sont pas présents ici. Globalement, on attend un comportement proactif, une réaction, c'est-à-dire d'étudier ce qui a pu arriver, toutes les failles qui ont mené à cet attentat au sein de tous les ministères qui sont incriminés, pour effectivement mettre en place des mesures correctives et pas uniquement faire des faits d'annonce qui sont lancés où on a l'impression qu'il ne va rien se passer derrière. À l'heure actuelle, on a besoin de reprendre confiance en notre État. Vous voulez que la menace soit nommée, que les dérives, les risques soient mesurés, qu'il y ait des actes qui soient posés et qu'on prenne des mesures. Vous avez d'ailleurs demandé au Sénat de mener une enquête que le Sénat a fait sur ce qui avait conduit à cet engrenage et de proposer des solutions. Le constat du Sénat est accablant. Les sénateurs pointent, je cite, la terrible solitude des enseignants face aux violences à l'école. C'est pas une enquête sur ce qui s'est passé pour votre frère, c'est une enquête sur tout ce qui se passe depuis et sur la solitude des enseignants en France face aux violences à l'école. Ils exhortent l'État et l'Éducation nationale à reprendre la main. La République est en danger. Voilà ce que dit le rapport du Sénat qui formule par ailleurs 38 recommandations. Qu'est devenu ce rapport qui a donc été publié il y a 2 semaines? Savez-vous si le ministère de l'Éducation en a pris connaissance, si des décisions vont être prises? Écoutez, de ce que j'en ai su à travers les réseaux sociaux pour voir passer quelques images, c'est que effectivement, donc Monsieur Lafont et Monsieur Buffet, ce sont les sénateurs donc qui ont mené cette enquête pendant 6 mois, donc qui sont très au clair avec le sujet et qui ont effectivement, comme vous l'avez dit, expliqué que l'école était en danger, qu'il fallait vraiment reprendre la main et de façon plutôt rapide, c'est sous-entendu dans le texte, ont remis en main propre donc à Madame Belloubet, qui est la ministre de l'Éducation nationale à l'heure actuelle, le 20 mars dernier, ce rapport. Mickaëlle Paty, est-ce que des décisions ont été prises? En fait, on est très frappé quand on vous écoute, d'abord de l'extrême lucidité que vous présentez aujourd'hui, après avoir tant travaillé à la fois sur la solitude de votre frère, mais sur l'engrenage et sur la situation de l'école aujourd'hui. Mais on est aussi frappé par le décalage entre la précision de votre constat et la difficulté à ce que ça se traduise dans des actes et dans des décisions très concrètes pour l'école. Là encore, je suis très claire. Il y a 38 recommandations qui ont été faites. Est-ce que 1, 2, 10, 20, 38 de ces recommandations vont être reprises et traduites dans des faits? Pour l'instant, je n'ai pas vu passer effectivement une application de ces 38 recommandations. Mickaëlle Paty, votre frère est mort en 2020. Dominique Bernard est mort depuis. Il y a... chaque jour, on l'apprend, des proviseurs, des professeurs, des principaux qui sont menacés de mort. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la mort de votre frère a été suivie d'un déni? Oui, il y a eu une forme de déni. Surtout, c'est que le déni est beaucoup plus antérieur, en fait. C'est que ils ont
pensait que l'école était un sanctuaire et que de ce fait, elle ne pouvait être menacée. Alors qu'on avait pourtant vu, dès l'affaire des foulards de Creil en 91, qu'il y avait quand même déjà une certaine agitation. Moi, je repartirai aussi en 2015, où il y avait donc un magazine de l'État islamique qui est mis en ligne, qui était intitulé La France à genoux, qui appelait donc à agir contre l'école et notamment à tuer des professeurs, les traitant donc de fabriquer des mécréants. Donc cette menace date réellement, où on appelle à tuer des professeurs, de 2015. À l'époque, il y avait eu des mesures de sécurité qui avaient été engagées auprès des établissements. Et puis petit à petit, on a cru que la menace était passée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une fatwa est lancée, parce qu'on peut appeler ça une fatwa, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas d'immédiateté à l'événement. Charlie Hebdo, par exemple, était menacé, eux, depuis 2010. On voit bien que l'attentat de Charlie, c'est 2015. Il y a eu un délai de 5 ans, de manière un peu étonnante entre ces deux événements, qui fait que les islamistes jouent sur le temps long. Ils savent que l'imprégnation et le passage à l'acte se fera sans, entre guillemets, désigner qui va le faire et quand il va avoir lieu. Mickaël Paty, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, qui nous entendent ce matin? Est-ce que vous les appelez une forme de sursaut, de réveil, au-delà de la question de l'autorité de l'État ou de l'éducation nationale? Qu'est-ce que vous dites aux Français? Ce que je leur dirais, c'est que moi, j'espère juste être là un peu pour porter leur parole. Parce que ce qui touche nos écoles, nos professeurs, ça touche aussi nos enfants. C'est ça aussi derrière. C'est que défendre les professeurs, c'est défendre nos enfants. Voilà. Que tout le monde n'arrive pas à se reconnaître dans ce modèle qui est proposé, eh ben, les professeurs sont là pour expliquer en quoi le modèle qui est proposé est celui qui va justement nous permettre de faire société. Parce que j'aime pas utiliser le terme de vivre ensemble, c'est un petit peu faux, c'est faire société. Voilà. Mickaël Paty, votre frère, si vous deviez nous dire en quelques mots comment il était? Mon frère, je pense que c'était un des professeurs les plus rigoureux. Je l'ai vu un nombre d'heures incalculable pour préparer ses cours et je pense qu'il le préparait avec une très grande passion. Il avait choisi d'être professeur. Il aurait pu être chercheur en université. Non, il avait choisi d'être professeur. Je pense qu'il avait compris que transmettre, c'était ce qui allait le plus lui apporter personnellement, en fait. Il adorait, je pense, ce qu'il faisait. Et pourtant, je vais quand même vous raconter une anecdote. C'est que le dernier Noël, avant son attentat, où on parlait justement, lui, toujours en train de corriger ses copies, il parlait qu'effectivement, il considérait que, heureusement, qu'il avait 23 ans d'ancienneté, parce qu'il considérait que c'était particulièrement difficile pour des jeunes professeurs de rentrer et de se mettre devant une classe à l'heure actuelle. Et que son bagage lui servait, son expérience lui servait effectivement énormément sur le terrain. C'est pour ça qu'il chapeautait régulièrement les nouveaux qui pouvaient intégrer le collège. Merci Mickaël Paty de votre témoignage ce matin, d'avoir décidé donc de prendre la parole et d'avoir choisi notre émission pour le faire. Merci Mickaël Paty. Merci. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.